quoi ton frère? Tu veux une gifle? Monsieur, vous me menacez pas. Vous ne me menacez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau a tendance à raisonner en termes de groupe. On s'en rend pas forcément compte. Moi, par exemple, là, je suis au volant de ma voiture et sans forcément en avoir conscience, je vais me sentir un peu plus proche des automobilistes que si j'étais en trottinette, à pied ou en vélo. Et en fait, ce mécanisme va m'amener, même de manière temporaire, à être un peu plus tolérant, plus sympa envers les automobilistes et à m'opposer, à me sentir différent des personnes qui vont occuper un autre mode de déplacement. Et en fait, c'est tout un mécanisme qui va, en bout de chaîne, amener au fait d'avoir des stéréotypes, d'en exprimer. Donc des stéréotypes positifs sur son propre groupe pour le valoriser et des stéréotypes négatifs sur les autres groupes pour les dévaloriser. Donc on va par exemple retrouver chez les automobilistes parfois des stéréotypes qui vont dénigrer les cyclistes en les voyant comme étant des bobos de gauche. On peut des fois avoir des communautés qui vont être très fortes, donc par exemple des gens qui vont se définir comme motards au quotidien, qui vont partager beaucoup de choses, beaucoup de temps, ou des gens qui vont être très pro-voiture et vraiment se créer un univers. Mais on peut aussi très bien, dans la vie de tous les jours, être automobiliste le soir, être en vélo l'après-midi et se retrouver piéton en fin de journée. Et en fait, ce phénomène va nous amener à jongler entre différents groupes et à endosser différents rôles sociaux, voire différentes identités, qui peuvent parfois apparaître opposés ou en tension. Alors on peut voir des comportements agressifs qui vont être plus ou moins anodins ou dangereux, donc des insultes, des gestes comme des bras d'honneur par exemple, mais aussi des comportements plus dangereux qui vont consister par exemple à venir frôler un cycliste ou faire une queue de poisson, éventuellement à effrayer des personnes ou rouler proche d'un véhicule. Et en termes psychologiques, ça peut aussi se concrétiser par le fait de déshumaniser les personnes qu'il y a sur la route, leur retirer leur caractère humain. Si la personne qui est devant nous et qui nous agace est perçue comme n'étant pas un être humain, on va plus facilement pouvoir exprimer cette colère envers elle. On aura moins de culpabilité à le faire. Pour la grande majorité des 40 millions de conducteurs français, la voiture génère des comportements spécifiques, des attitudes qu'ils n'auraient pas dans d'autres domaines de leur vie. C'est-à-dire que par rapport à leur santé ou leur compte en banque, ils peuvent très bien être très prudents et au volant, par contre, se mettent à faire n'importe quoi. Et donc, c'est bien que la voiture les change. La voiture de nos grands-parents, l'archétype qui était la 2 chevaux, vous communiquiez avec le monde extérieur, vous entendiez tous les bruits, tous les klaxons, toutes les sensations de vitesse, les chaos, etc. Donc vous étiez vraiment sur la route. La façon dont sont faites les voitures aujourd'hui coupe toutes les sensations venant du monde extérieur. Et je veux dire, c'est une seconde maison où comme on a mis de la musique, des écrans, si ça continue, les constructeurs vont vous mettre des écrans géants et des barbecues. Donc, alors du coup, le problème, c'est que l'autre n'existe plus. Le conducteur est coupé du monde parce qu'il n'y a plus aucune sensation de la réalité qui lui arrive. Et donc, l'autre n'existe plus. Donc, effectivement, des fois, il va se permettre, par exemple, un degré d'incivilité ou de violence qui ne se permettrait jamais sur le trottoir. Parce que là, ça se fait au vu et au su de tout le monde. Et voilà. Tandis que dans la voiture, c'est comme s'il était chez lui, en fait.